Mesdames et messieurs, bienvenue à l'échiquier africain numéro 8 du 24 avril 2026. À l'ordre du jour, 3 questions. Quelles sont les conséquences de la nouvelle stratégie togolaise pour le Sahel dévoilée le 18 avril 2026 à Lomé? Second sujet, pourquoi les pays de l'Alliance des États du Sahel se méfient-ils particulièrement des ONG occidentales? Et troisième sujet, l'Afrique va-t-elle devenir le dépotoir des migrants chassés d'Europe et d'Amérique? Abordons la première question de ce programme. Quelles sont les conséquences de la nouvelle stratégie togolaise pour le Sahel dévoilée le 18 avril 2026 à Lomé? En effet, le samedi 18 avril 2026 à Lomé, sous le parrainage du président du Conseil de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Ducé, et ses compagnons ont dévoilé une stratégie en 5 piliers, mise en place à partir de cette année 2026 dans le cadre de la coopération de la République togolaise avec l'Alliance des États du Sahel. Les 5 piliers de cette stratégie sont, premièrement, le dialogue politique direct entre le Togo et l'Alliance des États du Sahel. Deuxièmement, la sécurité et la lutte commune entre le Togo et les pays de l'Alliance des États du Sahel contre le terrorisme. Le troisième pilier est celui de la coopération et de l'intégration économique accélérée entre le Togo et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Le quatrième pilier est celui du bon voisinage et de la coexistence pacifique. Et enfin, le cinquième pilier est celui de la diplomatie et de la coopération internationale de plus en plus renforcée. En regardant ces 5 piliers, on peut se dire qu'il s'agit là, somme toute, de mesures de politique traditionnelle et qu'on est ici simplement dans une continuité de la tradition de médiation dans laquelle s'est installée depuis pratiquement sa naissance la République togolaise dans la sous-région africaine. Mais en fait, il faut regarder de plus près le contenu de chacun des piliers pour voir ce qu'il y a de révolutionnaire dans la démarche de l'État togolais envers les pays de l'Alliance des États du Sahel. Prenons le premier pilier, le dialogue politique entre le Togo et l'Alliance des États du Sahel. Cela veut dire que le Togo s'engage à ne plus s'encombrer du passage systématique par la CEDEAO, du passage systématique par l'Union africaine, du passage systématique par l'Organisation des Nations Unies ou l'Union européenne, ou quelques puissances collatérales ou multilatérales que ce soit, pour dialoguer avec ces pays frères que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ici, ce qui est important, c'est la notion de dialogue direct, un dialogue sans tutelle. Il s'agit donc ici d'une décolonisation active de la relation togolo-aésienne. La voie du dialogue n'est pas non plus innocente parce que les pays de la CEDEAO, instrumentalisés par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, se sont illustrés ces dernières années par une politique belliciste. Par plusieurs fois, ils ont voulu mener la guerre contre les pays souverainistes et panafricanistes que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La crise d'ailleurs la plus spectaculaire fut celle de la tentative d'agression militaire de la CEDEAO contre le Niger au mois de juillet, août et septembre 2023. Toutes choses qui ont accéléré la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Le deuxième pilier, sécurité et lutte contre le terrorisme. Il est révolutionnaire parce que le Togo s'engage à renforcer la cohérence entre son armée et les armées sahéliennes. Là encore, pas de médiation de l'armée française, pas de médiation de la soi-disant force de la CEDEAO, pas de médiation de l'ONU, aucune médiation non africaine n'est impliquée clairement dans cette affaire. Encore moins médiation de pays hostiles. Sur le troisième point, la coopération et l'intégration économique. Le Togo vient confirmer que le port de Lomé est désormais, en réalité, l'ouverture, le débouché naturel
de l'Alliance des États du Sahel sur l'océan Atlantique. Cela veut dire qu'avec le Togo, uni comme il l'est désormais fortement à l'AES, l'AES cesse d'être une puissance enclavée. L'AES a désormais une ouverture sur l'océan Atlantique, l'Atlantique Sud, qui, comme on le sait, unit l'Afrique à sa sœur jumelle, l'Amérique latine. Pour ce qui est du bon voisinage et de la coexistence pacifique, derrière ce pilier se cache le fait que le Togo refuse d'héberger sur son sol des puissances ou des troupes qui ouvertement soutiennent ou stimulent le terrorisme dans le territoire sahélien. Le Togo se démarque ainsi, par exemple, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie. Il se démarque de la Mauritanie. Pays qui, jusqu'ici, ont brillé par leur ambiguïté dans la lutte antiterroriste, précisément parce qu'ils ont offert leur territoire, au vu et au su de tous, aux puissances néocolonialistes, impérialistes et à leurs groupes terroristes qui ne sont rien d'autre que des mercenaires en vue de remettre la main sur les richesses faramineuses du Sahel et de l'Afrique en général. Enfin, le pilier diplomatie et coopération internationale annonce un rapprochement de la voix du Togo de celle de l'AES, un peu dans le style diplomatique des ministres de l'AES qui parlent les uns pour les autres. On commence à aller vers une période où, en réalité, la diplomatie togolaise et la diplomatie AESienne parleront d'une seule et même voix. Ce qui, en soi, signifie donc, en réalité, la fin de la suprématie de la CEDEAO, la fin du néocolonialisme français dans cette affaire. Abordons à présent le second sujet. Pourquoi les pays de l'Alliance des États du Sahel se méfient-ils particulièrement des ONG, organisations non gouvernementales occidentales? A priori, on pourrait s'étonner de la méfiance et même de l'intransigeance des gouvernements de l'Alliance des États du Sahel envers de nombreuses organisations non gouvernementales occidentales. On leur reprocherait littéralement de cracher dans la soupe, de mordre la main qui les aide. On les reprocherait presque d'ingratitude. Les organisations non gouvernementales ne sont-elles pas au service du bien-être des populations? Ne sont-elles pas animées de cette compassion, de cet amour? Ne sont-elles pas animées de cette bonne volonté qui fait toute la valeur même, en quelque sorte, de leur humanisme international? Oui, on aurait presque envie de dire que les pays de l'Alliance des États du Sahel rament à contre-courant de la nature, de la bonne nature des relations internationales et se mettent ainsi apparemment au banc des nations, entre guillemets, polies, des nations civilisées. Or, ce serait une erreur, car en fait, les organisations non gouvernementales occidentales en Afrique ont rarement été des organisations neutres, simplement animées de cette bonne foi, de cette bonne volonté, de cette gentillesse, de cette bienveillance humaniste qui veut qu'il y ait de la honte à être heureux tout seul. Rappelons-nous de la stratégie qui fut utilisée par l'Occident pour coloniser l'Afrique. C'est ce qu'on a appelé la dialectique des 3 M. On a d'abord fait venir des missionnaires, ensuite on a fait venir des marchands, et enfin on a fait venir des militaires, les 3 M, missionnaires, marchands, militaires. L'Afrique n'a pas oublié que pour la coloniser, on l'a aussi trompée. On lui a fait croire qu'on venait la protéger, les protectorats. On lui a fait croire qu'on venait lui transmettre la civilisation. On lui a fait croire qu'on était animé de bonnes intentions envers elle. Par la suite, elle s'est retrouvée dévastée, elle s'est retrouvée détruite, exploitée, pillée, et cela pendant plusieurs siècles. Donc il y a cette mémoire de la ruse coloniale qui, heureusement, n'a pas disparu dans les masses populaires et dans les gouvernements révolutionnaires panafricanistes africains. Ça, c'est la première source de la méfiance. Un certain Tikenja Fakoly, lorsqu'il avait encore toutes ces sensations de chanteur panafricaniste, fait remarquer dans l'une de ses chansons que les Occidentaux en Afrique ne font rien pour rien. Quand tu les vois dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. Dans cette chanson, Tikenja, en réalité, répercute, il réverbère cette méfiance des Africains avertis
envers la présence humanitaire, philanthropique, gentille, un peu trop bienveillante d'ailleurs, de nombreuses ONG qui, paradoxalement, prospèrent sur la misère du continent noir. Peut-être qu'il faudrait ajouter un deuxième exemple. C'est la soi-disant aide au développement que l'Occident a apportée à l'Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer que plus de 60 ans après les indépendances des années 60, et avec toutes les formes d'aide supposées au développement que les ONG occidentales, les pays occidentaux ont mises à la disposition des populations africaines, une bonne partie de l'Afrique sont encore appauvries. Qu'est-ce qui peut expliquer que plusieurs pays africains soient encore sous-développés après l'aide française au développement, les crédits du FMI, de la Banque mondiale, des clubs de Paris, de Londres, de Washington, de Bruxelles, de Tokyo? Qu'est-ce qui peut expliquer le retard économique de l'Afrique après tous les programmes d'ajustement structurel, après tous les allègements de dettes? La véritable réponse est que l'aide au sous-développement, l'aide au développement est en vérité une aide au sous-développement. Elle a pour but de maintenir l'Afrique dans la dépendance de la dette, dans la dépendance envers l'industrie du Nord, dans la dépendance envers l'influence diplomatique des grandes puissances, eh bien, du bloc occidental, et tout ceci permettant de continuer à faire de l'Afrique une terre d'extraction de matières premières, d'extraction de l'uranium, de l'or, du pétrole, du gaz, du manganèse, du coltan, du diamant, bref, une terre sous-développée par projet, sous-développée par décision, afin que, eh bien, l'approvisionnement de la puissance de l'Occident soit constamment assuré. On peut donc en venir à l'argument central. Pourquoi les pays de l'Alliance des États du Sahel ont-ils fermé massivement des centaines, voire des milliers d'organisations non gouvernementales? Pour la raison toute simple qu'il s'est avéré que plusieurs de ces organisations non gouvernementales était le nouveau camouflage de l'impérial terrorisme. Sous couvert d'aider dans les campements, d'aider dans les villages, d'aider dans les communes rurales, d'aider les populations les plus démunies, ces ONG, bien souvent, ont été retrouvées dans un double jeu, transportant armes et munitions, transportant carburant, transportant des masses financières pour alimenter les groupes terroristes, tout en donnant l'impression de venir voler au secours, eh bien, des peuples africains en danger. Le plus troublant, qui explique justement la méfiance et l'intransigeance des gouvernements sahéliens, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné que les groupes terroristes qui sévissent par exemple au Sahel, comme le JNIM, se sont mis à revendiquer le rappel, l'instauration, le maintien, la protection des ONG. La question qui s'est posée alors, lorsque les groupes terroristes se sont mis à revendiquer la nécessité de maintenir la présence des ONG dans les régions qu'ils infestent, la question qui s'est posée, c'était celle de savoir quel est le rapport qu'il y a entre l'humanitarisme supposé des ONG et le terrorisme sanglant des mercenaires de l'impérialisme occidental. On s'est rendu compte qu'en réalité, les humanitaires étaient devenus le voile, eh bien, des terroristes. On s'est rendu compte que les organisations humanitaires étaient devenues, en réalité, la colonne secrète de transport logistique de tout ce qui était nécessaire pour l'entretien du terrorisme. Une fois de plus, c'est la dialectique des 3M qui a été confirmée, la dialectique entre les missionnaires, les marchands et les militaires. Elle est aujourd'hui reprise. C'est une dialectique entre les terroristes, les humanitaires, pas tous heureusement, et les puissances impérialistes. Nous sommes donc en réalité dans cette instrumentalisation de l'humanitarisme qui va même jusqu'au chantage aux droits de l'homme. Nous sommes dans la même guerre hybride que le terreau-impérialisme mène contre l'Afrique afin de la recoloniser et d'en contrôler les faramineuses richesses stratégiques. Abordons pour finir le troisième sujet de cette émission. L'Afrique va-t-elle devenir le dépotoir des migrants chassés d'Europe et d'Amérique? C'est vraiment un phénomène assez curieux. Depuis quelques années, les pays occidentaux essayent de négocier avec un certain nombre de régimes africains une clause absolument scandaleuse. Selon cette clause, ces pays, sur la base
eh bien, de récompenses financières, d'ailleurs douteuses et tout aussi scandaleuses, auraient la possibilité d'exporter, de déporter les migrants indésirables qu'il y a en Europe ou en Amérique sur le sol africain. De prime abord, on pourrait penser que ce deal entre les puissances du Nord et certains gouvernements africains est un deal de bon sens. Pourquoi? Parce que tout naturellement, il y a de l'espace en Afrique et que dans les pays du Nord, il en manque. Mais cet argument ne tient pas. L'Amérique est sous-peuplée. Les États-Unis d'Amérique sont un territoire sous-peuplé. Le Canada est sous-peuplé. L'Europe même est sous-peuplée. Comme vous le savez sans doute, les berceaux sont vides en Europe. Donc, si il s'agissait d'essayer de soutenir une partie du monde qui serait en faiblesse démographique, les migrants devraient plutôt être installés aux États-Unis, au Canada, ils devraient être installés en Europe parce que c'est dans ces pays-là que la natalité est faible et qu'il y a de la place pour faire grandir des enfants. En Afrique, certes, il y a un très grand espace géographique, mais il y a également une véritable puissance démographique. Le taux de natalité africain est le premier taux de natalité au monde. Il s'ensuit que les Africains n'ont pas besoin qu'on leur greffe des nouvelles populations. Les Africains n'ont pas besoin qu'on déporte des hommes d'Amérique et d'Europe pour venir les déverser chez eux. Le deuxième élément scandaleux de toute cette affaire, c'est que il s'agit là du renouvellement de la tragédie que l'Afrique a connue, mais cette fois-ci à l'envers, au détriment des migrants venus d'Asie, venus d'Amérique latine, certains venus d'Afrique, qu'on amasse, qu'on entasse en Amérique et en Europe pour les déverser littéralement comme un dépotoir, comme dans un dépotoir en Afrique. N'oublions pas que plus de 200 millions d'hommes, entre les 15e et 19e siècles, furent déportés du continent africain. Ils furent déportés dans le même style de stratégie, à savoir une déportation ayant pour but de les utiliser comme du bétail, comme des bêtes de somme, dans l'accumulation capitalistique occidentale et l'élévation de la puissance économique de l'Occident. C'est ce qu'on a appelé précisément, eh bien, la nouvelle traite, la traite des migrants. L'Afrique, qui vient d'obtenir la reconnaissance de la traite des Noirs comme le plus grave crime jamais commis contre l'humanité, va-t-elle se permettre d'accepter que l'on déporte encore des hommes, que l'on exporte des hommes comme des marchandises et qu'on vienne les déverser sur son sol? La dernière raison pour laquelle il faut s'opposer avec la plus grande énergie à ce commerce humain, inhumain, ce commerce abominable, c'est que bien souvent, ce sont des groupes terroristes nouveaux qui vont être installés en Afrique sous couvert d'accueil et d'hébergement humanitaire. Des cellules dormantes de la déstabilisation de l'Afrique arrivent derrière ces migrants de l'humanitarisme occidental à l'envers. Voilà pourquoi nous devons partout nous opposer à ces déportations. Nous devons nous opposer à l'idée d'une Afrique dépotoir pour protéger l'Afrique. Je vous remercie.